Je ne vois pas pourquoi l'Europe aurait besoin d'armes. Ils ne combattent personne. Il sait que ces armes iront en Ukraine si les Européens les obtiennent. Et il a avoué qu'il s'inquiète de ce qui se passe en termes de pertes humaines. Comment est-il possible d'envoyer plus d'armes tout en se préoccupant de ce qui s'y passe? Nima, tu vas devenir fou à essayer d'imaginer une pensée rationnelle avec la politique de Donald Trump sur l'Ukraine. C'est impossible. C'est mission impossible. Donald Trump, il ne s'agit pas de politique de sécurité nationale. Il ne s'agit pas de politique étrangère. Il s'agit de politique intérieure. Donald Trump essaye de satisfaire un public national et plusieurs publics nationaux en même temps. Il a sa base qui dit en avoir assez que l'argent américain soit envoyé pour financer l'Ukraine. Et puis, il a son opposition politique, ou ce que j'appellerais les traîtres parmi nous, ceux qui prétendent soutenir Donald Trump, mais qui en réalité s'opposent farouchement à toute politique qui mettrait fin à ce conflit selon des conditions acceptables pour la Fédération de Russie. Il doit donc passer par ces manœuvres très compliquées. Il ne se soucie pas des morts parce qu'il ne sait pas les compter. Il se contente de répéter les chiffres qu'on lui donne. S'il se souciait des morts, il voudrait vraiment connaître la réalité et comprendre pourquoi elle est importante. Il vit dans un monde imaginaire où la Russie perd plus d'hommes que l'Ukraine, où les Ukrainiens subissent des pertes à un rythme soutenable, ce qui signifie que l'Ukraine a la capacité de poursuivre ce conflit. Selon ces chiffres, la Russie ne peut pas soutenir cet effort. Par conséquent, l'idée de continuer cette guerre pour faire pression sur la Russie lui semble logique. Mais la réalité, c'est que nous savons maintenant que 1,7 million d'Ukrainiens sont morts ou portés disparus. Je pense qu'il y en a quelques centaines de milliers parmi eux qui pourraient être portés disparus, mais ils sont probablement morts. Ce chiffre va augmenter, car selon les mêmes données divulguées du ministère ukrainien de la Défense, 625 000 de ces morts ou disparus proviennent de cette année seulement. Cela fait 90 000 par mois. Et ce chiffre continue d'augmenter parce que la Russie domine complètement. Cela signifie donc que chaque mois, 90 000, bientôt 100 000 Ukrainiens meurent ou disparaissent. Ce sont des chiffres énormes. Si Trump se souciait de l'Ukraine, il dirait qu'il faut mettre fin à cette guerre, car ces chiffres ne vont qu'empirer. Les pertes russes sont importantes, mais pas tant que ça. Actuellement, on estime que la Russie perd un mort pour chaque 10, 13 ou 15 morts ukrainiens. Donc les pertes russes sont bien moindres que celles des Ukrainiens, même si cela reste des chiffres élevés. Je ne dis pas que la Russie s'en sort facilement. Les combats sont durs. C'est l'un des affrontements les plus intenses depuis la Seconde Guerre mondiale. Au moins, Donald Trump comprend cet aspect-là. Et il commence à saisir qu'il s'agit d'un nouveau type de guerre. Il a parlé l'autre jour de la guerre par drone et de la réalité de cette guerre. Mais, vous savez, il ne peut pas se laisser acculer, c'est-à-dire donner l'impression qu'il a cédé face à la Russie. Donc il est obligé de dire et de faire des choses stupides. C'est pour cela que l'autre jour, il a publié sur les réseaux sociaux que l'Ukraine avait la capacité d'attaquer la Russie. Personne n'a jamais gagné une guerre en restant sur la défensive. Il faut avoir la capacité d'attaquer. Il a accompagné cela d'une annonce selon laquelle les États-Unis, d'après un article du Wall Street Journal, allaient vendre à l'Ukraine environ 3000 missiles attaque MMS à longue portée, ou je ne sais pas ce que signifie le A. Et à première vue, on pourrait dire, eh bien, n'était-ce pas Donald Trump qui avait compris dès décembre 2024 que le feu vert donné par l'administration Biden à l'utilisation des missiles attaque MMS pour cibler des actifs stratégiques russes
nous avait menés au bord de la guerre nucléaire. Trump l'avait reconnu. C'est pourquoi il avait déclaré qu'il ne poursuivrait pas cette politique. Maintenant, il applique cette politique, mais en utilisant simplement un autre système d'armes. Mais analysons cela, car c'est ce qu'il a dit. Il adopte actuellement une posture pour que personne ne puisse dire qu'il ne soutient pas l'Ukraine. Il a dit non, 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 non. Nous ne payons tout simplement pas pour cela. Mais l'OTAN paye pour cela. Vous vous souvenez de ces 10 batteries patriotes qu'ils allaient fournir? L'ensemble complet. J'adore ce terme, l'ensemble complet. C'est juste, c'est tellement sain. Ça vous fait vraiment vous sentir bien, en sécurité et protégé. Et maintenant, j'imagine qu'on leur fournit aussi tout l'arsenal de missiles et rames. Mais ces batteries patriotes ne seront jamais livrées à l'Ukraine. D'abord, il faut les produire. Il faut attendre son tour. Beaucoup de pays cherchent à obtenir des batteries et des missiles patriotes. Vous savez, Israël en a utilisé un grand nombre et a besoin de les remplacer. Les États-Unis n'en ont plus. Nous devons renforcer nos propres forces. Donc, une fois que nous commencerons à les produire et à les envoyer en Europe pour qu'ils soient transférés à l'Ukraine, on parle de 2027, 2028. Il n'y aura plus d'Ukraine d'ici là. Elle ne tiendra pas aussi longtemps. Les rames est un système conçu en 2023. Il n'existait pas avant cela. En réalité, il n'existe pas. Je veux dire, ils ont passé 2 ans à le développer. Je pense qu'il a peut-être réussi son dernier essai, mais il n'est pas encore en production en série. Cela signifie que, si on le construit, on ne fabrique que des prototypes à des fins de test. Ils ne sont pas encore destinés à être livrés à l'Ukraine. Et pourtant, dans 6 semaines, Donald Trump affirme qu'il commencera la livraison. Cela signifie que, supposons-le, pour faire cette annonce, le système a déjà passé son évaluation finale. La production maximale que les États-Unis pourront atteindre, même en tournant à plein régime, est de 1000 missiles par an. Cela signifie que pour arriver à ce dont Donald Trump parle, il faudra attendre au moins 3 ans et demi avant que l'ensemble complet ne soit disponible. Certains missiles pourront être livrés, quelques-uns, une douzaine pour commencer. Mais il y a ensuite les petites lignes. L'Ukraine ne peut pas utiliser ces missiles sans l'autorisation de l'Amérique. Seule l'Amérique peut désigner les cibles. Et si vous pensez que Donald Trump va permettre aux États-Unis de désigner les cibles pour les missiles ARAM, sachant qu'en le faisant, on ferme la porte à toute possibilité de paix parce qu'on devient un participant direct à la guerre, cela n'arrivera pas. Tout sera repoussé de 6 mois. Je pense que Donald Trump espère que dans 6 mois, il y aura une nouvelle réalité sur le terrain. Une réalité qui obligera les Ukrainiens à accepter les conditions russes sans compromis et mettra fin à cette guerre. Sinon, cette guerre continuera jusqu'à ce que la Russie atteigne tous ses objectifs. Et malheureusement, pour atteindre ces objectifs, la Russie devra détruire l'armée ukrainienne. Ils sont 800 000 là-bas aujourd'hui. Je pense que, d'ici la fin, la Russie aura tué encore 250 000 à 300 000 Ukrainiens. C'est simplement comme ça que les choses se passent. C'est la logique de la guerre. Donc voilà, c'est la réalité. Donald Trump fait des déclarations, mais en réalité, rien de concret ne sera livré. Donald Trump a des ambitions plus grandes en tête. Il essaie de relancer un traité stratégique sur le nucléaire avec les Russes. Il cherche à mettre en place, vous savez, des entreprises conjointes, rentables, l'exploitation et l'exploration commune de l'Arctique. Je crois que c'est Chevron qui vient tout juste d'obtenir le feu vert pour retourner dans le secteur pétrolier russe. Vous savez, Trump a dit « Oui, nous sommes favorables à cela. C'est des milliards de dollars. » Et après Chevron, d'autres géants américains de l'énergie vont revenir sur le marché russe. C'est cela qui intéresse Donald Trump. Il ne se soucie pas de l'Ukraine. En fait, aujourd'hui, ou je crois que c'était hier, il a dit
Qu'est-ce que l'Ukraine attendait en allant en guerre contre la Russie? Ils se sont fait botter les fesses. Ils reconnaissent cette réalité. C'est simplement un jeu politique qui se joue en ce moment, parce qu'il y a une énorme opposition aux États-Unis, en Europe, et une collusion entre l'Europe et les États-Unis pour empêcher Donald Trump d'avoir de meilleures relations avec la Russie. Et malheureusement, ces personnes qui s'opposent à de meilleures relations avec la Russie sont prêtes à sacrifier l'Ukraine pour atteindre leur objectif. Et quand je dis sacrifier, je veux dire littéralement sacrifier l'Ukraine. Ils détruisent le patrimoine génétique de l'Ukraine. Bientôt, ils enverront des jeunes de 18 ans sur la ligne de front. Quand cela arrivera, ce sera fini. L'Ukraine sera finie en tant que nation parce qu'il ne restera plus que des femmes et il n'y aura plus d'hommes. Et c'est tout. Vous avez dit que c'est une décision qui revient aux Ukrainiens, mais qui va vraiment en décider? Est-ce uniquement une question pour l'Ukraine, ou bien parlez-vous aussi des Européens et de l'establishment aux États-Unis? Eh bien, je veux dire, les Européens et l'establishment aux États-Unis pensent qu'ils vont être ceux qui prendront la décision. Mais ce n'est pas le cas. La seule partie qui prend la décision, c'est la Russie. La Russie contrôle totalement le récit ici. La Russie ne cède pas. La Russie propose des compromis cosmétiques. Mais la Russie comprend aussi que même les compromis cosmétiques qu'elle met sur la table, l'Ukraine ne les acceptera pas. Vous savez, donc maintenant la Russie. Regardez Steve Witkoff à la Maison-Blanche hier avec le cabinet réuni, disant, vous savez, la Russie a fait des concessions. La Russie est prête à faire des concessions. La Russie est prête à travailler avec nous. L'Ukraine, non. Mais ils considèrent cela comme un point positif, parce que les Russes font des concessions. Donc au final, ce ne seront pas les Russes à qui l'on demandera de faire des changements radicaux. Ce seront les Ukrainiens à qui l'on demandera de les accepter. Une reddition sans condition. Et pour l'instant, Zelensky est incapable d'accepter cela, ce qui signifie que ce conflit va continuer. Chaque jour qui passe, la situation empire pour les Ukrainiens. Il n'y a aucune bonne nouvelle qui vient d'Ukraine. Aucune. Et malheureusement, je ne sais pas si tu as vu l'interview avec Scott Ritter à propos des avoirs russes gelés. Il a dit que les Européens pouvaient les utiliser comme levier contre la Russie. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses, Scott. Ce sont des avoirs russes qui se trouvent actuellement dans des banques européennes. Je sais qu'ils sont gelés, et l'UMEB a déclaré qu'elle utiliserait les intérêts de cet argent pour reconstruire l'Ukraine. Mais est-ce que tout cet argent ne devrait pas être consacré à la reconstruction de l'Ukraine afin de s'assurer que Poutine ne puisse plus jamais y avoir accès? Concernant les avoirs russes gelés, je pense que cela fait partie de la négociation avec le président Poutine, donc je ne pense pas que nous devrions les saisir immédiatement. Vous savez, c'est un atout sur la table lors de ce grand processus de négociation, et nous verrons si une partie ou la totalité sera utilisée pour la reconstruction de l'Ukraine. Comment voyez-vous cette grande table de négociation dont il parle? S'agit-il uniquement de l'Ukraine, ou pensez-vous qu'il évoque quelque chose de plus vaste? Oh non, non. S'il parle de la saisie potentielle de la richesse souveraine de la Russie qui a été illégalement gelée par l'Occident et dont ils ont illégalement détourné les intérêts, on parle d'une toute petite table appelée l'Ukraine. La Russie ne va pas jouer à ce jeu. Il faut bien comprendre que Poutine ne va tout simplement pas jouer à ce jeu. Donc, quoi que vous pensiez obtenir avec la Russie, cela n'arrivera pas si vous saisissez leur argent. Désolé, Scott, c'est comme ça que ça se passe, et l'Europe le reconnaît. Vous venez de voir, je crois,
le chef du gouvernement belge dire « Nous ne saisissons pas leur argent. Nous ne pouvons pas. » Parce qu'une fois que ça se produit, cela déclenche une réaction en chaîne catastrophique qui se termine par la destruction du système financier occidental. Et Scott Ritter le sait. Il joue simplement à des jeux stupides. Encore une fois, c'est l'un de ceux qui poignardent Trump dans le dos parce que ce n'est pas le genre de conseil qui favorise une issue positive. Scott Ritter est un type russophobe qui raisonne avec une mentalité de guerre froide. Ce n'est pas un homme de solution. Il n'essaie pas d'aider à résoudre ce problème. Il est comme Marco Rubio, assis là à faire semblant d'être aux côtés de Donald Trump et de l'aider, alors qu'en réalité, il poignarde Trump dans le dos lorsqu'il s'agit d'améliorer les relations entre les États-Unis et la Russie. L'idée que la richesse souveraine de la Russie puisse être volée sans créer de problème insurmontable avec la Russie est tout simplement absurde au plus haut point. La bonne nouvelle, c'est que le monde en est conscient. La mauvaise nouvelle, c'est que cela ne fait qu'engendrer de la confusion là où il ne devrait pas y en avoir, car nous devrions parler de la grande table. La grande table, c'est là où nous pouvons discuter de la réduction des armes stratégiques. Nous pouvons parler d'exploration et d'exploitation arctique conjointe. Nous pouvons évoquer le retour des géants de l'énergie en Russie. Nous pouvons discuter d'investissement, de la levée des sanctions, de la normalisation des relations, toutes ces bonnes choses. Mais on n'accédera pas à cette grande table tant que les États-Unis retiendront en otage des centaines de milliards de dollars de la richesse souveraine russe. Pensez-vous qu'il parle de ces sujets, mais qu'il ne les annonce tout simplement pas publiquement? Eh bien, ils ne peuvent pas prendre l'argent. Je veux dire, Besson ne sait même pas par où commencer pour faire ça. C'est illégal. C'est contraire à tout. Et quand on parle de banques et d'institutions financières, ce genre de choses compte vraiment, parce qu'une grande partie repose sur la confiance. Le moyen le plus rapide de perdre confiance dans le dollar, de perdre confiance dans le système bancaire occidental, c'est de commencer à saisir les avoirs des fonds souverains. Ensuite, plus personne ne voudra déposer son argent dans les banques occidentales. Et ce sera la fin. Et pour des pays comme la Belgique, le Luxembourg et d'autres, dont une partie de l'économie dépend de la banque, ce serait leur fin. Donc je dois dire qu'il y a quelques personnes. Quand elles ouvrent la bouche, j'écoute, mais je ne réagis pas de façon excessive. Vous savez, Keith Kellogg qui s'en soucie, Scott Besson qui s'en soucie, Lindsey Graham qui s'en soucie vraiment, personne. Il y en a plusieurs comme ça. Quand ils parlent, on se dit simplement que ça n'a aucune importance, parce qu'ils sont tellement déconnectés de la réalité que leur opinion n'a plus de valeur. La Russie, Scott, tu es allé en Russie et tu as vu ce qui s'y passe, l'état d'esprit des gens là-bas. Penses-tu qu'ils se soucient vraiment de la sensibilité de la Russie face au fait que l'Amérique, les États-Unis, envoient des armes à l'Ukraine? Je veux le savoir parce que lors de la réunion entre Poutine et Donald Trump, je ne sais pas s'ils ont parlé de ces sujets, des renseignements et des armes que les États-Unis essaient de fournir. Ils parlent peut-être de l'OTAN, mais tout tourne autour de l'Ukraine. Ce n'est pas une question de temps. Écoutez, Sergei Lavrov et d'autres diplomates russes l'ont dit clairement. Ils savent ce qui se passe. Ils savent que les États-Unis continuent de fournir des armes. Ils savent que les États-Unis continuent de fournir des renseignements. Ils comprennent cela. C'est simplement la réalité dans laquelle ils se trouvent actuellement. Cela ne change rien. Ce qui se passe sur le champ de bataille n'est pas affecté par cela.
C'est juste un fait. Mais les Russes ont déclaré qu'il ne peut pas y avoir de paix durable avec l'Ukraine tant que les États-Unis fournissent des renseignements, des armes, etc. Que pour obtenir la paix que Donald Trump prétend vouloir, les États-Unis devront cesser toutes les actions qu'ils mènent actuellement. Mais la Russie fait face à cette situation depuis plus de 3 ans maintenant, et elle est en train de gagner. Donc du point de vue russe, ils vont simplement continuer à gérer cela encore un peu plus longtemps. C'est le gouvernement russe, ils sont très pragmatiques. Je peux vous dire que le peuple russe est furieux parce que nos armes tuent des soldats russes. Chaque jour, il y a une mère, une épouse, une fille, une sœur qui a perdu un proche, et ils sont tués par des armes fournies par les Américains. Les Russes ont du mal à concilier l'idée que les États-Unis cherchent à instaurer la paix, tout en fournissant à l'Ukraine les moyens de tuer des soldats russes. Cela ne veut pas dire que la Russie va abandonner. Cela signifie simplement qu'il y a beaucoup d'amertume aujourd'hui dans le cœur des Russes. Et ils n'adhèrent pas nécessairement à l'idée que Donald Trump est un homme bien. Écoutez, les Russes veulent la paix. Ils l'ont répété à maintes reprises. Mais ils ont aussi dit qu'il s'agit d'une paix par la victoire. Ce qui signifie qu'on ne peut pas avoir la paix sans la victoire. La victoire vient d'abord, puis la paix. Et c'est l'état d'esprit du peuple russe en ce moment. Ils veulent que cette guerre prenne fin, mais ils ne sont pas prêts à faire les concessions qui leur priveraient de la victoire acquise par le sang des soldats russes tués par des armes américaines. Lavrov a déclaré qu'il n'avait pas évoqué la réunion entre Lavrov, Poutine et Zelensky lors des discussions. Et quand on regarde les États-Unis et l'administration Trump, d'une manière ou d'une autre, Donald Trump a déclaré « Donc, nous avons terminé les discussions avec Vladimir Poutine. La prochaine fois, c'est Zelensky qui parlera à Vladimir Poutine. Ils pourraient m'inviter. S'ils veulent que je sois là, j'y serai. » Ils n'ont donc pas discuté de la manière dont on pourrait proposer cela après cette réunion. Eh bien, voyons les choses ainsi. Donald Trump est arrivé à cette réunion avec une certaine liste d'attentes. Ils n'ont parlé d'aucune d'entre elles. Ils ont parlé de celles que la Russie voulait aborder. Mais cette liste existe toujours. Cette liste continue d'influencer les options politiques de Trump. C'est comme si je disais « D'accord, Nima, nous allons nous rencontrer. Et quand nous nous verrons, nous allons parler de certaines choses. Tu vas rencontrer McGregor. Tu vas le voir en face à face. Toi et McGregor, allez vous rencontrer. Ça va arriver. Et nous allons faire ceci, cela et autre chose. Et puis, toi et moi, on se retrouve et je ne mentionne pas du tout McGregor. Tu mentionnes pas McGregor non plus. Nous ne mentionnons rien. Quand la réunion est terminée, je dis quelque chose comme « Oui, j'ai eu une bonne réunion avec Nima. Et tu sais, je pense que la prochaine fois, il va rencontrer McGregor. Et nous allons... » Tu vois, c'est parce que c'était sur ma feuille. C'était à mon ordre du jour. J'en ai pas parlé. C'est toujours à mon ordre du jour. Je vais toujours en parler. Mais tu vas rester là et dire « Nous n'avons pas parlé de McGregor. Ce n'est pas sorti de ma bouche. » C'est ce qui se passe ici. Tu sais, Trump veut une réunion avec Zelensky. Il veut que Poutine rencontre Zelensky. Les Russes disent « Non. » Enfin, on pourrait dire en théorie, mais on ne peut pas avoir d'accord avec lui. Ce n'est pas un président légitime. Et ça énerve vraiment Trump. Tu l'as vu l'autre jour dans ce truc « connerie ». Ils vont l'accepter quoi qu'il arrive, excuse mon langage. Mais tu sais, c'est le président qui l'a dit. Pourquoi pas? Mais oui, il vit vraiment dans un monde imaginaire. C'est là qu'il a vraiment besoin de personnes de grande qualité autour de lui. Vous savez, je ne dis pas que j'ai toutes les solutions, mais je travaille avec un groupe de personnes que nous appelons l'Initiative pour la paix de Poughkeepsie,
et nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons une équipe d'engagement citoyen. Nous offrons nos services au président parce que nous disons « Vous recevez les pires conseils du monde sur la Russie. S'il vous plaît, accordez-nous une audience. Écoutez-nous au moins. Amenez votre équipe A, et nous amènerons l'équipe B, et nous appellerons cela le Super Bowl des idées. » Et je peux parier qu'à la fin de la journée, l'équipe B écrase l'équipe A, parce que votre équipe A n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Et vous êtes le président qui prétend vouloir la paix. Je veux dire, c'est à ce point-là. Il reçoit simplement de terribles conseils de la part de personnes, des personnes qui ont un agenda qui n'est pas celui du président. Et j'aimerais qu'il puisse s'en rendre compte. Vous savez, il était aveugle à John Bolton et Mike Pompeo lorsqu'ils ont saboté ses efforts pour parvenir à la dénucléarisation de la Corée du Nord. Et aujourd'hui, je pense qu'il est aveugle concernant, vous savez, Marco Rubio. Il est aveugle concernant Scott Berson. Il est aveugle concernant Keith Kellogg. Ces personnes ne veulent pas la paix avec la Russie. C'est la dernière chose qu'elles souhaitent. Ils vont rester là à dire toutes sortes de belles choses, mais ensuite, ils vont se retourner et promouvoir ces récits fondamentalement erronés, ces récits sans fondement factuel. Le président mérite mieux, surtout si nous, le peuple, voulons qu'il réussisse. Donc on verra. Je ne sais pas si nous aurons une audience, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je peux vous assurer que nous allons essayer, car comme vous l'avez vous-même souligné, les incohérences de l'approche politique du président sont manifestes. On devient fou à essayer de comprendre. Ce que je constate aux États-Unis, c'est que ces gens ont d'une manière ou d'une autre réussi à gagner du temps pour leur agenda, pour l'agenda de l'establishment en Ukraine. Ils ont déjà fait ça pendant l'affaire Russia Gate, mais ils ont réussi, d'une certaine manière, à obtenir une sorte de « ce n'est pas très fort dans les médias », mais ils ont réussi à gérer Donald Trump jusqu'à présent comme ils le voulaient. Et ce n'est pas seulement « vas-y ». Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et ils l'ont fait lors de son premier mandat. Russia Gate lui a complètement lié les mains, tu n'imagines même pas. Devine quoi? Russia Gate, c'est fini. Non seulement c'est fini, mais ça devient une infraction pénale. Des gens sont arrêtés, d'autres vont l'être. Des gens sont inculpés. Ceux qui ont soutenu ce récit ne sont plus au pouvoir et seront bientôt exclus de la société. Je ne sais pas si j'approuve totalement cela. Je ne suis pas fan des chasses aux sorcières politisées. Mais le fait est que les russophobes ont aussi été neutralisés. Il n'y avait pas de conflit lors du premier mandat. Il y en a un maintenant. Pourquoi gagner du temps, si vous êtes Européen, pour que l'Ukraine se fasse écraser? Très bien, la Russie est prête à jouer à ce jeu. Comme je te l'ai dit, les pertes sont intenables, 90 000 par mois, bientôt 100 000 par mois pour l'Ukraine. Ce n'est pas tenable. Alors, pourquoi gagner du temps? Ce n'est pas comme s'il y avait un arc-en-ciel et que vous alliez trouver un trésor au bout. C'est une catastrophe. C'est juste un pont qui s'effondre d'une falaise et vous tombez en enfer. C'est le trajet qu'ils empruntent. Donc tout ce qu'ils font, c'est tuer plus d'Ukrainiens. Et ils s'en fichent. Mais ils sont aussi en train de ruiner l'Europe. Enfin, voyons Nima, tu es plus intelligent que moi, je le sais. C'est pour ça que je viens dans ton émission, parce que j'apprends bien plus de tes questions que quiconque n'apprend de mes réponses. Tu sais ce qui se passe en Allemagne en ce moment. Tu connais l'état de leur économie. Tu sais que le gouvernement français est sur le point de s'effondrer, littéralement. Je veux dire, il ne tiendra peut-être pas le mois, et le mois est presque fini. Et tu sais, quand le gouvernement français s'effondrera, l'Europe a déjà dit que le prochain gouvernement sera... Tu sais, quand Macron partira, il pourrait partir. Ils ont dit que ce seront les poutinistes.
Les poutinistes vont arriver, Marine Le Pen et tout ça. Eh bien, c'est la fin de la France. Et devinez quoi d'autre va se passer. L'AfD est aujourd'hui le parti politique le plus populaire en Allemagne. Et je crois que la dirigeante a déclaré que oui, quand ils gagneront, ils quitteront l'UNEMBER. C'est fini, terminé, au revoir, sayonara. C'est la fin de l'Europe. Si la France et l'Allemagne quittent l'UNEMBER, l'Europe n'existe plus. L'Europe unifiée, c'est fini, c'est terminé. Et alors, à vos mesures, it's un tout au départ. Alors, pourquoi croire-moi? So what are you buying time for? People have to understand the more time you buy. Les gens doivent comprendre. Plus vous gagnez de temps, plus vous prolongez ce processus absolument insensé et raté qui a pris l'Europe en otage depuis le début de 2022, plus vous garantissez un résultat très favorable à la Russie et très défavorable à l'Europe. Et ce n'est pas bon pour les États-Unis. Je veux dire, nous avons besoin de stabilité. Je suis un Américain qui ne croit pas en l'Union européenne. Vraiment pas. Je pense que c'était une expérience vouée à l'échec dès le départ. Mais je suis aussi un Américain qui dit que c'est dans notre intérêt. Vous savez que je suis sensible au point de vue russe. Je crois que l'histoire est du côté de la Russie. Et je pose toujours cette question aux Russes. Est-ce dans votre intérêt de voir l'Europe s'effondrer? Est-ce dans votre intérêt de voir l'OTAN échouer? Et les Russes répondent « Non, nous aimons plutôt la stabilité. Nous ne voulons pas que l'Europe disparaisse. Nous ne voulons pas que l'OTAN disparaisse. Nous voulons simplement qu'on nous laisse tranquilles, peut-être apprendre à vivre en paix et en harmonie. » La dernière chose que la Russie souhaite, c'est le chaos en Europe. Ce n'est pas bon pour la Russie. Le chaos, c'est mauvais. Et pourtant, ceux qui s'opposent à une victoire russe et qui prolongent cette guerre en Ukraine en jouant la carte du retardement avec Donald Trump ne font que garantir une issue vraiment, vraiment mauvaise pour l'Europe. Une issue vraiment mauvaise. La fin de l'UE, la fin de l'OTAN. Et c'est là que ça devient inquiétant, car nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous avons quelques indices. Toute l'idée de l'Union européenne était de s'assurer qu'il n'y aurait plus jamais de guerre terrestre à grande échelle en Europe. Eh bien, ils ont échoué. Il y en a une en cours en Ukraine en ce moment. Mais vous savez qu'au sein de l'alliance de l'OTAN, Mark Rutte dit que c'est l'alliance la plus forte, qu'elle n'a jamais été aussi forte. Mon Dieu, elle est tellement forte. Je suis vraiment impressionné. Nous pouvons soulever plus de poids que le candidat à la mairie de New York. Mais ce n'est pas très impressionnant, puisqu'il ne peut soulever que 61 kilos avec de l'aide. Bref, mettons ça de côté. Le fait est qu'au sein de l'OTAN, en plein cœur de l'Europe, il y a trop de mini-OTAN qui apparaissent. Il y en a une, je crois que c'est le Kosovo, la Croatie et l'Albanie. Je pense que la Croatie et l'Albanie bénéficient de leur appartenance à l'OTAN. Le Kosovo, lui, n'en fait pas partie. Ce n'est pas un État membre de l'OTAN. Ils ont donc créé une alliance militaire, un cadre de sécurité en dehors de l'OTAN, avec 2 membres de l'OTAN. En face, on retrouve la Hongrie, la Slovaquie et la Serbie, qui n'est pas membre de l'OTAN. Et ils ont formé une alternative, un bloc militaire opposé. Donc, lorsque l'Europe s'effondrera, et cela arrivera, nous verrons des guerres en Europe. Nous assisterons à des guerres horribles qui rivaliseront avec ce qui se passe en Ukraine en termes de morts et de destruction. L'Europe se condamne à un nouveau siècle de conflits. Et ces conflits ne se limiteront pas à ces États marginaux. En ce moment, la Pologne tient un discours très dur contre les banderistes. Et vous savez, si vous écoutez Naryshkin, le chef du service de renseignement extérieur russe, l'un des objectifs de la Russie pourrait être de se débarrasser du cancer banderiste en faisant en sorte que l'Ukraine occidentale passe sous contrôle polonais. Il y aura une purge comme vous n'en avez jamais vu. Il y aura des représailles. Ce sera brutal. Mais si la Pologne récupère ses territoires orientaux, que vont dire les Allemands à propos de la Silésie,
de la Poméranie et de la Prusse orientale, qu'ils ont dû céder à la Pologne pour compenser les terres prises par l'Union soviétique. Vous pensez que les Allemands vont rester là, les bras croisés, en disant « Oui, ça nous va ». think the Germans are going to sit there idly and go, yeah, that's all right. No. So now we're looking at what, a German-Polish Non. war? Donc maintenant, on envisage quoi? Une guerre germano-polonaise. Qui va soutenir les Polonais? Les Baltes? Qui va soutenir les Allemands? Je ne sais pas. Peut-être la France. Peut-être pas. Peut-être que la France ne le fera pas. Donc maintenant, on a une guerre impliquant la France et l'Allemagne. Même si je trouve ça peu probable, mais ça pourrait arriver. Les Britanniques, ils sont partout à semer des problèmes. Ils ont signé un accord avec la Pologne. Ils ont étendu leur parapluie nucléaire à la Pologne. Donc maintenant, si les Allemands et les Polonais commencent à se battre pour la Silésie, la Poméranie et la Prusse orientale, où le Royaume-Uni va-t-il intervenir? Et si le Royaume-Uni s'en mêle, la France a aussi, en quelque sorte, étendu le sien. Donc maintenant, l'Allemagne va essayer de dire « Eh bien, nous avons besoin de l'arme nucléaire, soit pour la développer elle-même, soit la Russie. » On aimerait discuter un peu. Cette chose, ce que nous concevons comme étant l'Europe, n'existera plus. C'est fini à moins qu'ils n'arrêtent cette folie immédiatement. Arrêtez-la tout de suite. Je ne dis pas que l'UE mérite d'exister. Ce que je dis, c'est que pour le bien de l'humanité, l'Europe n'a pas besoin de sombrer dans le chaos et l'anarchie. Elle a déjà tellement de problèmes. Le problème de l'immigration. Je veux dire, si l'Allemagne était envahie aujourd'hui, seulement 16% de la population masculine a déclaré qu'elle serait prête à donner sa vie pour défendre l'Allemagne. C'est si l'Allemagne était envahie, 16%. Que se passe-t-il si l'Allemagne tient sa promesse d'aller en Ukraine? Quel pourcentage d'hommes allemands va dire « Oui, nous allons mourir en Ukraine » ? Aucun. Personne en Europe ne veut mourir en Ukraine. Et pourtant, l'OTAN et l'Europe se crucifient sur cette croix. De toute façon, les Russes ne veulent pas cela. Les Russes ne veulent pas ce genre d'instabilité. La Russie aime la prévisibilité. La Russie aime savoir ce qui va se passer. Il est plus facile d'élaborer une politique de cette manière. Il est plus facile d'allouer des ressources si l'on a une bonne idée de ce que sera l'avenir. Donc, l'idée que la Russie se réjouit de l'effondrement de l'Europe et de l'effondrement de l'OTAN est tout simplement absurde. La Russie préfère la stabilité. La Russie préfère la prévisibilité. Et en ce moment, nous n'avons rien d'autre que de l'instabilité, de l'imprévisibilité, de l'imprévisibilité. Mon anglais est horrible, je m'excuse. My English language is horrible, I apologize.